parler de la place du NIRS dans l'optimisation hémodynamique en anesthésie pédiatrique. Donc, je m'appelle Arnaud Deleué, je suis en 7e semestre en anesthésie pédiatrique et je remercie le Dr Rouleau pour m'avoir encadré et m'avoir aidé. Merci pour sa patience. Donc, on va commencer ce topo par un petit cas clinique. Donc, vous êtes l'anesthésiste de garde au bloc d'urgence, il n'y a pas de patient au programme. Du coup, vous passez en salle 8 voir votre collègue anesthésiste pédiatre et votre œil est attiré par le scope. Donc, vous êtes habitué à faire de l'adulte, vous voyez ce scope. Ce pas les valeurs habituelles qu'on a chez l'adulte. 120 de fréquence cardiaque, 44 de PAM, 82, 33 de tension. Quelle est la première question que vous posez à votre collègue? Quel âge il a? Excuse-moi, bonne question. Et aussi, accessoirement, qu'est-ce que tu fais comme type de chirurgie? Donc, c'est un enfant de 2 ans, 4 mois, il pèse 13 kg, il fait 93 cm, et il se fait opérer d'un rhabdomyosarcome à une résection par cystoscopie, et on pose des tubes de curithérapie. Voilà, il a 2 ans, 4 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne situation au bloc opératoire? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Est-ce que c'est une bonne tension? Est-ce qu'il est bien sur le plan hémodynamique? Donc, premier réflexe, vous sortez votre mappart et vous dites, bon, quelles sont les normes de tension, de fréquence cardiaque pour mon patient? Sachant que les normes physiologiques qui sont citées à chaque fois, c'est les normes chez l'enfant éveillé. Donc, le patient il a un peu plus de 2 ans, il devrait avoir, s'il était éveillé, plus de 50 de pression artérielle moyenne. D'accord? Est-ce que, du coup, vous en discutez avec votre collègue anesthésiste pédiatre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est bien sur le plan hémodynamique? Là, il vous répond, regarde, j'ai mis un NIRS, il est extrêmement stable sur le plan hémodynamique, il n'y a aucun souci, le chirurgien me dit que tout va bien. Bon, très bien, continue la chirurgie. D'accord, mais c'est quoi le NIRS? Donc le NIRS, c'est la spectroscopie de proche infrarouge. Donc le proche infrarouge, c'est les longueurs d'onde autour du rouge, du coup autour de 800 nanomètres. Donc c'est les longueurs d'onde entre 700 et 1100 nanomètres. Et donc on va utiliser des techniques de spectroscopie, on va mesurer l'absorption lumineuse du proche infrarouge au niveau du corps humain. Donc notamment, on va mesurer l'absorption de l'hémoglobine oxygénée et la désoxyhémoglobine, qui sont les 2 principaux chromophores du proche infrarouge autour de ces longueurs d'onde. Donc ça repose sur le principe de Beer-Lambert. Le principe de Beer-Lambert, il dit que l'absorption lumineuse dans un milieu, elle est proportionnelle à la longueur d'onde elle est proportionnelle à la longueur du milieu, à la concentration du chromophore enterré, et également, qui n'apparaît pas, à une constante qui s'appelle le coefficient d'extinction. Quelle est la première application que vous connaissez pour la loi de Beer-Lambert? C'est la mesure de la saturation pulsée. La mesure de la saturation pulsée, c'est la mesure de la saturation au niveau du bout du doigt, qui mesure du coup la concentration en hémoglobine oxygénée sur la concentration totale, mais au niveau artériel. Et vous savez qu'au niveau du bout de doigt, il y a à la fois du sang artériel et du sang veineux. Donc la subtilité de la saturation pulsée, c'est qu'il mesure à la fois la saturation artérielle et la saturation veineuse, et on soustrait la saturation veineuse pour ne garder que la saturation pulsée, la saturation artérielle. Et donc, une fois qu'on l'a fait au niveau du doigt, on se dit, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on ne mesurerait pas l'oxygénation d'autres organes, et notamment l'oxygénation au niveau cérébral? Et c'est pour ça, du coup, qu'on a commencé à utiliser le NIRS au niveau cérébral. Pour ça, on utilise un minimum d'une diode et un minimum de 2 capteurs, au moins un capteur de surface, un capteur de profondeur. Le capteur de surface est plus proche de la diode émettrice. Vu que le rayon lumineux il a un trajet elliptique au niveau de la pénétration au niveau du cerveau, on mesure une absorption au niveau du capteur de surface et une autre absorption plus profonde au niveau du capteur de profondeur. On soustrait l'absorption lumineuse au niveau du capteur de surface qui correspond que à la boîte crânienne et au tissu cutané. Et donc, en soustrayant cette absorption, on a la saturation cérébrale uniquement au niveau du cortex cérébral. Donc notez bien que ça ne concerne qu'une petite partie au niveau du cortex et peu profonde, pour jusque 1,5 à 2 cm de profondeur. Et il y a également une grande variabilité entre les différents modèles, entre les différents fabricants, qui peuvent utiliser soit plusieurs capteurs, soit différentes longueurs d'onde. C'est pour ça que on verra plus tard, les mesures de saturation régionale ne sont pas forcément toujours comparables entre les différentes études à cause du matériel. Et donc, le NIRS, la saturation cérébrale,
du coup, elle ne mesure pas uniquement la saturation artérielle, elle mesure à la fois la saturation artérielle et la saturation veineuse, puisqu'elle mesure toute la saturation au niveau d'une région. Donc c'est plus complexe à interpréter, parce qu'il faut prendre en compte davantage de facteurs, mais ça nous donne davantage d'informations. Donc ça correspond à l'hémoglobine oxygénée, sur l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine désoxygénée. Donc ça nous reflète un équilibre entre l'hémoglobine oxygénée, donc c'est les apports en oxygène, et l'hémoglobine désoxygénée nous donne un reflet de ce qui a été consommé en oxygène. On dit arbitrairement que la saturation veineuse correspond à 70% du signal et la saturation artérielle correspond à 30% du signal. Donc la saturation cérébrale en oxygène correspond du coup à un mix de ces valeurs. Qu'est-ce qui fait varier la saturation artérielle? Donc vous savez, c'est les différents paramètres d'oxygénation. Et de quoi dépend la saturation veineuse? Elle dépend également de la saturation artérielle. Elle dépend de la consommation en oxygène au niveau cérébral. Elle dépend de la concentration d'hémoglobine. Elle dépend du débit sanguin cérébral. Et en plus de ça, cette proportion 70%, 30% est également extrêmement variable en cours du temps, notamment en cas de vasoconstriction ou de vasodilatation au niveau cérébral. Donc vous en doutez, il y a une grande variabilité inter-individuelle, donc entre les différents individus qui sont dans cette pièce, on a tous des valeurs de saturation cérébrale qui sont différentes de base. Une variabilité intra-individuelle sur le même individu à 10 minutes d'écart en différentes conditions, cette valeur de base peut changer, et également selon le matériel de NIRS utilisé. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de véritable valeur seuil gold standard, et on préfère s'intéresser à la variabilité de la saturation cérébrale. Et donc c'est pour ça c'est très important de mesurer la saturation cérébrale éveillée avant l'anesthésie générale. Donc ça paraît intuitif chez l'adulte, c'est parfois un peu compliqué chez un enfant qu'on va induire par induction inhalatoire. Et donc le NIRS a été beaucoup étudié, notamment en chirurgie cardiovasculaire chez l'adulte, peu chez l'enfant. Et donc chez l'adulte, on considère que des diminutions de saturation cérébrale de plus de 20% de la valeur de base éveillée sont considérées comme pathologiques. Et ce chiffre de 20% a été tiré d'une étude dans les années 2000 où ils réalisaient des endartérectomies, donc des chirurgies carotidiennes chez des patients sous ALR, et on constatait une désaturation d'au moins 20% dans l'hémisphère mesuré, monitoré par NIRS, chez les patients qui présentaient un déficit au niveau de cet hémisphère. Et donc, on a extrapolé ce chiffre de 20% sur une désaturation cérébrale comme un défaut d'oxygénation au niveau cérébral. Et donc, dans chacune des études, ils avaient proposé des valeurs de cut-off de saturation cérébrale à ne pas dépasser. Certains disaient 60, certains disaient 50, d'autres disaient 45. Et le critère que n'est que %, c'est vraiment la variabilité de 20% par rapport à la valeur de base. Donc, c'est très utilisé chez l'adulte. Quelle pourrait être la place du NIRS chez l'enfant? Donc, je vais vous parler de plusieurs études françaises. La première, c'est une équipe lyonnaise, Rondali, en 2013, qui avait inclus en prospective 113 patients de moins de 2 ans, sans grosse comorbidité, ASA 1 et 2, qui avaient été induits sous anesthésie générale par induction inhalatoire pour une chirurgie abdominale orthopédique. Globalement, ils avaient moins d'1 an et leur poids moyen était de 7,6 kg. Et chez ces patients, ils avaient réalisé des dopplers transcrâniens au niveau de l'artère cérébrale moyenne, avant l'induction et 15 minutes après l'induction, une fois que les gaz anesthésiques étaient à l'équilibre. Donc, ce qu'ils avaient trouvé, c'est une diminution significative de la pression artérielle moyenne entre avant l'induction et après l'induction, ce qui est assez intuitif. Et chez les patients, les enfants de moins de 6 mois, on retrouvait une diminution de la vitesse moyenne et de la vitesse diastolique au niveau de cette artère sylvienne. Ce qu'on ne retrouvait pas chez les enfants de plus de 6 mois. Chez les enfants de plus de 6 mois, on retrouvait également une baisse significative de la pression artérielle, mais pas de diminution de la vitesse systolique, diastolique ou moyenne. À votre avis, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne diminue pas ces vitesses de la faire quand la pression descend. Les niveaux de PAM de base et l'autorégulation. Exactement. Donc, ce que tu viens de décrire, effectivement, c'est l'autorégulation vasculaire cérébrale
qui dit que dans un certain intervalle de pression artérielle moyenne et un certain intervalle de pression de perfusion cérébrale, il y a une autorégulation pour maintenir le débit sanguin cérébral de manière constante. Et donc, s'il y a une variation de la pression de perfusion au niveau cérébral, si cette pression augmente, les vaisseaux vont vasoconstricter pour garder le débit sanguin constant. Si cette pression diminue, ils vont se vasodilater. Donc c'est dans certaines valeurs. Au-delà de ce plateau d'autorégulation vasculaire, si la pression de perfusion cérébrale augmente, le débit sanguin va augmenter. Et en dessous, donc au niveau du genou inférieur du plateau d'autorégulation cérébrale, si les pressions diminuent, on a une diminution du débit sanguin cérébral. Et donc tout l'enjeu en neuroréanimation adulte, mais également chez l'enfant, c'est de déterminer à quel endroit serait cette angulation, cette perte du plateau d'autorégulation vasculaire cérébrale pour se mettre à la pression artérielle moyenne, la pression de perfusion cérébrale minimale pour que le débit sanguin soit maintenu. Et donc ça a été étudié chez l'enfant, mais pas forcément dans un contexte anesthésie sous sévoflurane. Le plateau de perfusion, le plateau d'autorégulation vasculaire cérébrale, il est décalé vers la gauche et raccourci chez l'enfant. Et ce, d'autant plus l'enfant est jeune, et moins son système d'autorégulation vasculaire cérébrale sera mature. Donc une autre étude de la même équipe, Rondali, l'année suivante, à peu près le même type de patient, sur 200 patients de moins de 2 ans, peu de comorbidité, induit et entretenu par sévoflurane. Cette fois-ci, on a mesuré la NIRS avant l'induction et la NIRS à 15 minutes de l'induction. On a retrouvé à nouveau une baisse de la PAM, une stabilité de la saturation, ce qui est habituel. Mais là, cette fois, on a retrouvé une augmentation de la saturation cérébrale du NIRS. À votre avis, pourquoi ? Comme on l'a vu, la saturation cérébrale dépend de la saturation artérielle et la saturation veineuse. La saturation artérielle n'a pas bougé. La CMRO2, elle a diminué vu qu'on est sous anesthésie générale. Le taux d'hémoglobine n'a pas varié. La chirurgie n'a pas encore commencé. Et a priori, vu que l'âge moyen était d'au moins 6 mois, il y avait peu de baisse du débit sanguin cérébral, parce que l'autorégulation était maintenue à ces niveaux de pression. Et ce qu'on constate, encore une fois en séparant les moins de 6 mois et les plus de 6 mois, tous avaient une baisse significative de la pression artérielle moyenne. Par contre, la hausse de saturation cérébrale était plus faible chez les enfants de moins de 6 mois par rapport aux enfants de plus de 6 mois. Elle est où ça fait longtemps qu'elle est. Et donc, ça correspondait à des limites aux limites inférieures du plateau d'autorégulation cérébrale qui sont différentes avant 6 mois et après 6 mois. Et donc, en faisant une courbe ROC, on trouve ces valeurs seuil, les valeurs à ne pas dépasser pour maintenir le débit de perfusion cérébrale optimal. Donc, les valeurs à ne pas dépasser pour les enfants de plus de 6 mois sont 43 de PAM, et pour les enfants de moins de 6 mois, 33 de PAM. Une autre étude, encore une étude française, en prospectif à Robert Debré sur des enfants cette fois de moins de 3 mois. Au lieu de déterminer des cut-offs en valeur absolue, ils sont plutôt intéressés à des variations par rapport à la pression artérielle systolique et moyenne de base. Ils ont conclu qu'une baisse des pressions artérielles des pressions artérielles systoliques de moins de 20% par rapport à la valeur éveillée avait un risque faible, un risque de moins de 10% de désaturation cérébrale chez l'enfant à moins de 3 mois. Et donc, ces études de Rondali et Michelet ont mené à des recommandations SFAR en 2017 de pression artérielle seuil sous lesquelles il ne faut pas descendre. Donc 43 de PAM au-dessus de 6 mois, 35 de PAM en dessous de 6 mois. Et dans l'idéal, recommander de davantage s'intéresser à la variation en valeur relative plutôt que les valeurs absolues. Donc, le NIRS déjà nous a beaucoup aidé sur les objectifs hémodynamiques chez l'enfant pour des anesthésies générales, pour des chirurgies qui sont simples. Mais est-ce que le NIRS aurait une place comme outil de monitoring au quotidien chez l'enfant tous les jours ? Donc, la littérature elle a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de données de littérature sur la place du NIRS en chirurgie cardiovasculaire, également en réanimation néonatale, avec une tendance quand même
à une corrélation de mauvais pronostics sur le plan du mauvais pronostic cérébral entre la désaturation cérébrale sur le NIRS et l'évolution à long terme sur le plan neurologique. Par contre, elle a été peu évaluée au bloc opératoire chez l'enfant. Les outils actuellement bien validés sur le plan hémodynamique pour l'enfant sont le Doppler œsophagien et l'échographie cardiaque, qui sont plus accessibles en réanimation néonatale qu'au bloc opératoire où l'enfant, qui est déjà minuscule, est directement sous les champs. Donc, on s'est dit, le NIR, c'est quand même plus facile pour un monitoring en continu au cours du bloc opératoire. Donc, une autre utilisation du NIRS au bloc opératoire, là je vais vous parler d'un enfant de 6 semaines qui pèse 4,2 kg, qui présente une atrésie des voies biliaires et pour lequel on a dû réaliser une chirurgie assez lourde, qui est une dérivation biliodigestive qui s'appelle l'intervention de Kasai. Et donc, on voit au fur et à mesure de la chirurgie qu'il part de valeurs de saturation cérébrale qui sont correctes et qui présentent des désaturations cérébrales au fur et à mesure de la chirurgie. Et quand on compare ces données de NIRS aux tendances des pressions artérielles et des constantes, on voit que c'est pas forcément bien corrélé parce que au moment où on a la désaturation cérébrale la plus forte, on n'a pas de baisse franchement significative des pressions artérielles, et en tout cas, pour un enfant de 6 semaines, 45 de pression artérielle moyenne, c'est pas mal. Donc, ça peut nous interroger sur d'autres mécanismes qui pourraient influer sur la baisse de saturation cérébrale. Et en fait, là, l'explication, elle était sur les différents temps opératoires. Cette désaturation cérébrale correspondait à un moment où il y avait une extériorisation du foie, ce qui limitait le retour veineux et donc du coup diminuait la saturation cérébrale. Donc là, je vais vous parler d'une troisième étude, assez récente, Nectarine. C'est une cohorte prospective observationnelle sur 5600 nouveau-nés qui se sont fait opérer au cours de l'année 2016. Donc c'est assez rare d'avoir une aussi belle cohorte sur des enfants aussi petits, parce que la chirurgie néonatale c'est quand même assez rare. Le terme moyen était de 36 semaines et un tiers d'entre eux étaient prématurés. Et le but de cette cohorte était de chercher les facteurs de risque de morbie et mortalité en périopératoire et en post-opératoire de ces chirurgies. Et donc sur ces 5600 enfants, il y en a 533, donc 8% qui étaient monitorés par un NIRS. Et donc il y a énormément de facteurs qui ont été étudiés. On a préféré s'intéresser à ceux qui étaient monitorés par un NIRS et on constatait un risque relatif qui était significatif lorsque, sur la mortalité, lorsqu'on avait une désaturation au niveau cérébral, et un risque relatif qui était également significatif lorsque cette désaturation était accompagnée d'une baisse de la pression artérielle. Et donc, tout ça, c'est très intéressant. Ça nous permet du coup de nous dire le NIRS, ça peut être intéressant pour se rendre compte peut avoir des problèmes au niveau de l'hémodynamique, notamment de l'hémodynamique cérébrale en père-opératoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça devrait impliquer, moi, dans mes pratiques, pour m'occuper d'un enfant, et notamment d'un nouveau-né en père-opératoire, et notamment sur les chirurgies lourdes chez ces patients fragiles. Et donc, Weber, en 2019, il a proposé un algorithme de prise en charge prenant en compte le NIRS pour les enfants. Donc lui, ce qu'il propose, c'est bien entendu de mesurer la saturation cérébrale chez le patient éveillé, chez l'enfant. Et au cours de l'anesthésie générale, la saturation cérébrale est censée monter du fait de la baisse de la CMRO2. Et donc du coup, vu que cette saturation cérébrale est censée monter, on fixe comme cut-off qu'en père-opératoire, la saturation cérébrale ne va jamais passer en dessous de la valeur de base qu'on avait avant l'induction. Voilà, donc ça c'est ce qu'il met à gauche en disant si c'est au-dessus de la valeur de base, tout va bien, ça veut dire que ça se passe bien. Et ensuite, ce qu'il propose, c'est que si on s'approche de cette valeur de base ou si on passe en dessous de la valeur de base, il faut améliorer les paramètres hémodynamiques pour que ça remonte. Sans vous expliquer comment faire et sans aucune étude qui prouve que cet algorithme est efficace. Et donc, c'est très intéressant, très prometteur, mais on a besoin d'avoir d'études sur lesquelles s'appuyer pour s'assurer que c'est efficace. Et donc pour ça, sans algorithme proposé, moi je vais vous présenter l'algorithme qui est présenté chez les adultes et notamment en chirurgie cardiovasculaire, comment interpréter une baisse des valeurs de NIRS en chirurgie chez l'adulte. Donc en cas de désaturation cérébrale, on sait, comme dans le reste de la littérature, mis pour cut-off une désaturation cérébrale de plus de 20%.
Donc, si on a une désaturation cérébrale de plus de 20%, déjà, si on est dans le cadre d'une chirurgie cardiovasculaire, vérifier les KT, être sûr qu'il n'y a pas une piqûre au niveau des KT de l'ECMO. Si ce n'est pas le cas, donc, dans l'ordre, comme dans comme de ce que je vous ai expliqué au début pour les prédéterminants de la saturation cérébrale, s'intéresser à la pression artérielle moyenne. S'il y a une baisse de la pression artérielle moyenne, la corriger, ça, on a des algorithmes. S'intéresser, s'assurer qu'il n'y a pas une désaturation au niveau artériel, s'assurer également qu'il n'y a pas une désaturation au niveau de la saturation veineuse cérébrale, qui serait un signe d'état de choc avec une inadéquation entre les apports et les besoins. S'assurer également que ce n'est pas une hypocapnie qui favoriserait une vasoconstriction au niveau cérébral et du coup diminuer la perfusion cérébrale. S'assurer également que ce n'est pas une anémie avec une baisse de l'hémoglobine qui diminuerait le transport en oxygène. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a éliminé tous ces facteurs confondants, est-ce que c'est une augmentation de la consommation en oxygène qui pourrait être due à des convulsions et une hyperthermie, ou, dernier cas de figure, est-ce que ça pourrait être une hypertension intracrânienne qui diminuerait la saturation veineuse cérébrale. Donc, en conclusion, les enfants, c'est pas un adulte miniature. Un enfant, ça peut être très fragile et très sensible aux hypotensions, car, on l'a vu, l'autorégulation cérébrale est immature. Le NIRS, c'est un moyen de monitoring assez prometteur parce que c'est non invasif, c'est possible en continu au cours de tous les blocs opératoires, en gardant bien en tête qu'il n'y a pas de valeur de gold standard et donc il faut plutôt s'intéresser aux variations plutôt que retenir des valeurs seuils. Le NIRS nous a permis de proposer des seuils de pression artérielle qui sont pertinents mais plutôt à réserver pour les chirurgies simples. Et du coup, il faut se poser la question de quelle serait la place du NIRS pour le monitoring hémodynamique pour les patients les plus fragiles, donc les plus jeunes, et pour les chirurgies les plus lourdes. Parce qu'on commence à avoir la littérature sur la corrélation entre la désaturation cérébrale en néonate et en péropératoire pour les adultes, mais c'est encore à démontrer sur les algorithmes que je vous ai présentés à la fin. Voilà.